Bon, bonjour. Il faut qu'on démarre, même s'il y en a déjà qui sont arrivés, mais il y en a encore beaucoup qui sont à l'entrée. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les participants intervenant à notre 52e congrès à Toulouse, en présence de hauts magistrats, en présence de professeurs d'université, d'architectes, d'ingénieurs et d'avocats. Je dois avant tout présenter le collège des experts à ceux qui ne le connaîtraient pas ou en auraient oublié sa vocation. Créé en 1966, lors de son premier congrès à La Baule, le CNEAF est une association loi 1901. Il regroupe des architectes, tous inscrits à l'ordre, qui pratiquent l'expertise en deux sections. La section expert de justice et la section expert conseil. Bon, ça commence bien. Bon, ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors, bien. Bon, Alexandra, tiens, ça ne fonctionne pas. Il n'y en a qu'une qui fonctionne. Alors, en attendant que ça fonctionne, ça c'est le programme. Vas-y, la suivante. Bon. Il a pour vocation la formation permanente des architectes experts, conformément à la déontologie de la profession d'architecte. Il favorise la rencontre. Ça y est. Alors. Bon, c'est pas ça, c'est pas grave. Il favorise la rencontre et l'échange des informations et des expériences entre ses membres et il doit provoquer des réunions sous diverses formes avec les personnes ou groupes de personnes concernées par les activités d'expertise, que ce soit des magistrats, avocats, entrepreneurs, ingénieurs, etc. À la demande de l'Ordre des architectes, le Collège organise aussi des formations à la pratique du métier d'architecte à nos jeunes confrères dans les différentes régions et d'initiation à l'expertise pour nos confrères plus confirmés. Il est actuellement composé de 222 membres répartis en 7 collèges régionaux et un groupe d'individuels à concurrence de 83% d'experts de justice et 17% d'experts conseils. C'est pas dans l'ordre. C'est pas grave. Je remercie le Collège régional d'Occitanie de nous accueillir cette année sur le thème enjeux climatiques et architecture, retour aux sources, voire ressources. Le CNEAF remercie également, en dehors du collège régional qui a organisé ce congrès, en particulier Huguette Vernet, Michel Chazal et bien sûr Françoise Rieux, notre coordinatrice nationale, architecte expert de justice. Je cède maintenant la parole à Didier Hernandez, qui est le président régional qui a organisé ce congrès. Je vous remercie de votre attention. Bon, voilà. Bonjour à tous et bienvenue en Occitanie et plus particulièrement à Toulouse qui organise ce 52e congrès du CNEAF. Il y a maintenant un an, lorsqu'il s'est agi de déterminer un sujet et un titre à cet événement, tout naturellement, les esprits se sont très vite tournés vers les difficultés rencontrées aujourd'hui face à l'urgence du dérèglement climatique. Non pas que ce soit un sujet à la mode, mais plutôt une réelle préoccupation universelle qui met en évidence la vulnérabilité des territoires. Il suffit pour s'en convaincre de regarder le premier rapport du GIEC en 1990 sur l'augmentation des gaz à effet de serre et l'élévation des températures. Aujourd'hui, tout s'accélère. La construction est responsable du tiers des émissions carbone. Elle représente plus de 40% de l'énergie consommée en France. Elle est même responsable de 66% des déchets produits et 1,5 milliard d'euros de matériaux neufs sont jetés chaque année. Quelle réponse ? Quel mode constructif nouveau pour réduire l'impact du cadre bâti face aux défis qui s'annoncent ? Quels matériaux entre déchets et ressources, moins énergivores et peu polluants, comme le bois, la paille, la terre ou le chanvre ?
Ces nouveaux modes de construction qui restent encore inventés, à réinventer pour certains, engendrent face à l'urgence des processus de construction encore à peine maîtrisés, faisant naître les conflits de demain, déjà visibles s'agissant de l'éolien et du solaire. À cela, nous allons, durant ces 2 jours, avec la qualité des intervenants qui vont se succéder, essayer d'apporter un début de réponse. Au nom du CREA d'Occitanie, je vous souhaite un agréable congrès. Donc, bonjour à tous. Je voulais juste vous dire un petit mot. Nous avons pensé, imaginé, comme disait Didier Hernandez, notre sujet de congrès qui était enjeux climatiques et architecture, avec bien sûr l'idée qu'il s'agissait d'un sujet qui était très important pour notre profession. On ne pensait pas qu'on serait autant au cœur de l'actualité avec les récents événements climatiques. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'inviter M. Planton, climatologue, ingénieur des ponts, eaux et forêts, qui est aussi membre de l'association Météo et Climat, de nous présenter le changement climatique et d'essayer de comprendre et d'appréhender l'impact de ce changement climatique sur le territoire national, mais pas que. Et je laisse la parole à M. Planton. Merci. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Donc, je vais effectivement introduire le sujet du climat en 3 parties, en fait. Donc, je reviendrai d'abord sur les observations. Ensuite, je parlerai de l'impact des activités humaines qui explique pour partie ces observations. Et je terminerai par les climats du futur et quelques impacts, si j'ai le temps, qui ont à voir avec la question de l'urbanisme et de la construction. Alors donc, je commence par le changement climatique observé. Je partirai de la planète pour aller au cas français, métropolitain pour être plus précis. Alors d'abord, une figure que vous connaissez peut-être, elle est extraite du dernier rapport du GIEC, c'est le résumé pour décideurs d'une 30aine de pages à peu près. Donc cette figure est emblématique, elle représente le réchauffement récent, c'est la température moyenne de la planète qui est représentée ici. Elle est représentée par rapport à une moyenne qui est la fin du 19e siècle, donc par rapport à 1850-1900, on a enlevé cette moyenne. Donc ce qui permet de voir que, puisqu'elle porte sur une période de 2000 ans, qu'il y a une période à peu près ici, peut-être que le pointeur n'est pas visible, bon, donc une période il y a 1000 ans où la température était relativement élevée, mais vous voyez que l'augmentation du XXe siècle est inédite sur cette période de 2000 ans, ce qui est écrit dans le rapport. Le réchauffement est sans précédent depuis au moins 2000 ans. Et puis tout à fait à gauche, vous avez une échelle de variation entre 0,2 et 1 degré. C'est l'écart, toujours à cette température, de la fin du 19e siècle pour la période d'il y a 100 000 ans, qui est la dernière période interglaciaire, qui est séparée de la nôtre. On est dans une période interglaciaire par la période glaciaire qui a culminé il y a 20 000 ans. Donc la dernière période interglaciaire est connue pour avoir été plus chaude que notre interglaciaire actuel. Et effectivement, d'ailleurs, le niveau des océans était 7 mètres plus élevé que le niveau actuel. Mais il faut dire que le réchauffement qui était plus important s'était appliqué pendant plusieurs milliers d'années, ce qui explique cette augmentation du niveau des océans. Et donc, on est là à la limite de la barre supérieure de l'estimation de cette variation de température à cette époque-là. Alors maintenant, si on compare la température moyenne globale à la température de la France, là, on est maintenant sur les 120 dernières années, pour être plus précis, depuis le début du XXe siècle. C'est la même échelle pour les 2 figures, la planète et la France. Là, on a enlevé la moyenne 1961-1990, ça veut dire que quand c'est rouge, c'est au-dessus de cette moyenne, et quand c'est évidemment bleu, c'est en dessous. Et vous voyez que le réchauffement à l'échelle planétaire est de 1,2 degré. Ça ne paraît pas beaucoup, mais j'ai parlé de la dernière période glaciaire. La dernière période glaciaire, c'était seulement 3 à 8 degrés plus froid que la température actuelle. Et pourtant, le climat était extrêmement différent. Je ne veux pas trop insister, faute de temps. Mais donc 1,2 degré, c'est déjà très significatif. Et je vous rappelle que l'objectif de la COP21, c'est de ne pas dépasser 2 degrés. C'est bien par rapport à cette même référence de la fin du 19e siècle que l'on se situe. Et il y a une augmentation de 1,2 degré depuis le tout début du 20e, fin du 19e.
en France, l'augmentation a été de 1,7 degré sur la même période. Donc elle est plus importante, mais il ne faut pas s'en étonner parce que les continents se réchauffent plus vite que les océans. Par contre, ce que l'on voit aussi, c'est la très grande variabilité de la température d'une année à l'autre. Il ne faut surtout pas se focaliser sur la température moyenne d'une année particulière, fût-elle très chaude. Ce n'est pas un signe de changement climatique. Pour évaluer le changement climatique, il faut se placer sur des périodes de temps multidécennales, sur plusieurs dizaines d'années. Et là, on voit donc que la tendance est claire sur cette période de 1900-2020. Alors pour prendre, puisqu'on est en Occitanie, le cas particulier de l'Occitanie, on est à 1,8 degré de réchauffement, donc c'est à peu près la même chose que la moyenne nationale, c'est à peu près la même chose aussi pour toutes les autres régions. C'est aussi l'occasion de focaliser sur un rapport qui vient de sortir, qui date de septembre dernier, sur le changement climatique en Occitanie et les stratégies aussi d'adaptation qui pourraient être recommandées. Alors, le climat, ce n'est pas simplement la température moyenne, c'est aussi les précipitations, toucherai 2 mots tout à l'heure. C'est aussi, bien sûr, ça a été évoqué dans l'introduction, les événements extrêmes. Or, on sait, évidemment, ça n'a échappé à personne, que les vagues de chaleur ont été de plus en plus nombreuses, intenses, fréquentes, au cours du XXe siècle, ce qui est peut-être moins su, mais ça commence quand même à être bien compris. Les sécheresses sont aussi de plus en plus fréquentes, surtout depuis les années 80. Et là, vous voyez mentionner sécheresses agricoles, parce qu'on les distingue des sécheresses météorologiques, qui sont simplement des déficits de précipitation. Là, on parle du contenu en eau des sols superficiels. Et là, c'est particulièrement important pour la question de la construction, puisque les retraits, contractions, là, en l'occurrence plutôt pour la sécheresse des argiles, eh bien, c'est lié au contenu en eau des sols superficiels. Donc les sécheresses agricoles ont augmenté plus vite que les sécheresses météorologiques liées au déficit des pluies parce qu'elles sont influencées et fortement influencées par la température à cause de l'évaporation. Ensuite, les événements de pluie très intenses, finalement il y a une variabilité assez importante pour les pluies, mais malgré tout, une étude récente a montré que les événements les plus forts du sud-est de la France en termes d'intensité des pluies quotidiennes, eh bien, ont augmenté en tendance aussi sur la période 1961-2015 d'à peu près 20%, avec une grande fourchette d'incertitude, d'erreur, mais tout de même, la tendance est claire et nette. Et puis, le pire n'est pas sûr, parce que les tempêtes, elles, n'ont pas augmenté en tendance, que ce soit en nombre ou en intensité. Alors pour, évidemment, le changement climatique, cela se traduit par des changements dans les écosystèmes, des changements dans l'océan, dans les glaces. Donc pour illustrer aussi ce changement en cours, donc simplement une illustration, une photographie qui là aussi prise à la région, puisque c'est le glacier du Vignemale, le glacier d'Ossou, tel qu'il a été photographié en 1911 et tel qu'il est photographié en 2017, donc vous voyez évidemment le retrait très important de ce glacier. Il perd à peu près 1,5 mètre d'épaisseur tous les ans. C'est une moyenne, bien sûr. La photo est, je le cite quand même, c'est Pierre René qui l'a prise. Il est fondateur d'une association qui s'appelle Moraine, qui suit les glaciers de manière régulière depuis une quinzaine d'années au moins. Et donc, les glaciers, ce sont des témoins de ces changements climatiques et qui le montrent de manière visible, parce que le changement climatique, ça peut paraître un peu abstrait, puis on confond souvent météorologie et climat, alors que pour les glaciers, on voit très bien ce qui est en train de se passer. Alors, c'est aussi une façon d'illustrer une des phrases clés du dernier rapport du GIEC, publié l'année dernière, c'est que l'ampleur des changements récents sur l'ensemble du système climatique est sans précédent depuis des siècles, voire des milliers d'années. Alors, donc, quelle est la responsabilité humaine derrière ces changements? Alors, pour l'illustrer, il faut commencer par voir où se portent les soupçons. Les soupçons, ils se portent, comme vous le savez, sur les gaz dits à effet de serre qui ont un pouvoir réchauffant sur la planète. Bon, je ne vais pas détailler le mécanisme, bien sûr, ici. La plupart d'entre vous le connaissent. Par contre, je montre cette figure qui représente l'évolution de la concentration du CO2 sur les 800 derniers 1000 ans, telle qu'elle a pu être reconstruite à partir de carottages glaciaires de l'Antarctique, et telle qu'elle a pu être mesurée plus récemment, donc là c'est la courbe qui est en rouge, dans l'atmosphère, en particulier surtout depuis les années 50. Sinon, ce sont aussi des carottages glaciaires. Et on voit cette très forte augmentation de la concentration, plus de 40% par rapport aux valeurs qui correspondent aux interglaciaires et qui ne dépassaient pas 280 parties par million. Là, on est au-dessus,
récemment à 420 parties par million pour le CO2. Alors pourquoi cette focalisation sur le dioxyde de carbone alors que le méthane est aussi un gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote? C'est aussi à cause de sa durée de vie dans l'atmosphère. Quand on émet une certaine quantité de CO2 de l'atmosphère, il y a 20% de cette quantité émise, la moitié de cette quantité émise qui restera dans l'atmosphère à peu près dans un an. Et sur cette moitié-là, il y en a 20% qui sera encore là dans 20 000 ans. Dans 1000 ans. Le 20 000 ans, le lapsus, vient du fait que, en fait, 20 000 ans, c'est le temps des caractéristiques des processus qui permettent de capter une partie de ce carbone, donc c'est 20%. C'est pour ça qu'il reste dans l'atmosphère aussi longtemps. Alors que le méthane, c'est plutôt une dizaine d'années. Alors donc, la concentration du CO2, phrase clé, là aussi, du rapport du GIEC, est plus élevée, a été plus élevée en 2019 qu'à tout autre moment depuis au moins 2 millions d'années. Pourquoi seulement 2 millions? Parce qu'on n'a pas d'observation aussi précise plus loin dans le temps. Et c'est de la même façon les concentrations de protoxyde d'azote et de méthane qui ont aussi qui sont inégalées par rapport à une période de 800 000 ans, des valeurs observées pendant 800 000 ans. Alors, ce n'est pas parce qu'on observe l'augmentation de température que je montrais tout à l'heure et ces augmentations de concentration de gaz dont on sait depuis le XVIIIe siècle qu'ils ont un pouvoir réchauffant potentiel sur l'atmosphère qu'il y a forcément une relation de cause à effet. Comme vous le savez, en science, il faut toujours se méfier des corrélations. Ce n'est jamais des preuves de cause à effet. Ce n'est pas parce que ça varie dans le même sens qu'il y a un lien. Mais ce lien a été démontré. Il a été démontré, ça a pris du temps. Vous parliez du rapport du GIEC de 1990. Et en fait, le rapport du GIEC ne mentionnait pas la responsabilité humaine à ce moment-là. C'était une question scientifique encore ouverte. On pensait que ça pouvait être de la variabilité climatique naturelle, le réchauffement que l'on observait déjà. Mais depuis, des études ont été menées, et en particulier, là, c'est aussi une figure extraite du rapport du GIEC paru l'année dernière. On y voit la comparaison entre l'observation qui est en noir, la courbe noire, température moyenne de la planète toujours, de 1850 à 2020, et en couleur, trait de couleur et la plage de couleur qui correspond à une incertitude, qui résulte de simulations du climat, de modèles mathématiques, qu'on appelle les modèles climatiques, qui ont simulé l'évolution du climat sur toute cette période. Et il y a deux couleurs différentes correspondant à deux types de simulations, des simulations dans lesquelles on ne prend en compte que les facteurs naturels d'évolution du climat, les volcans, la variabilité solaire, la variabilité interne de ce qu'on appelle le système climatique, c'est-à-dire l'atmosphère, les océans, les glaces, la végétation. Et puis, en rouge, plutôt en brun, ce sont les simulations dans lesquelles on prend en compte aussi le facteur humain avec les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique qui a plutôt pour effet de refroidir le climat. Donc c'est important aussi de prendre en compte ce facteur-là. Donc à la fois les aérosols, les particules de pollution et les émissions de gaz à effet de serre. Et on voit que dans ce cas-là, si on prend en compte en plus des facteurs naturels ces facteurs humains, on arrive à réconcilier la simulation avec l'observation. Alors donc c'est un résultat parmi beaucoup d'autres et qui illustre cette phrase là aussi clé du dernier rapport, beaucoup plus affirmative finalement que ce qui avait été écrit dans les rapports précédents, parce que les preuves se sont accumulées au fil du temps, c'est que l'influence humaine sur le système climatique est maintenant un fait établi. Et il est sans équivoque que l'augmentation des concentrations des gaz à effet de serre est le principal facteur à l'origine de nombreux changements observés dans l'atmosphère, l'océan, les glaces et la biosphère. C'est même donc qu'on arrive à réconcilier l'augmentation de température depuis le début du XXe siècle, tel que l'a observé, avec ce que l'on déduit des simulations quand on prend en compte l'effet des gaz à effet de serre et l'effet de la pollution atmosphérique. Alors pour revenir sur les événements extrêmes, et au cas de la France, bien là juste une figure qui vous montre les écarts des nouveaux records datant de 2022 avec les records précédents dans différentes localisations en France, plutôt on le voit sur la côte atlantique. Donc on voit qu'on a battu certains records de plus de 4 à 6 degrés. Ça, c'est ce qui s'est passé en 2022. Et vous vous souvenez certainement aussi qu'en 2019, il y a également eu une vague de chaleur assez marquante, puisque c'est au mois de juin aussi 2019 qu'on a battu le record absolu de chaleur en France, 46 degrés, à Vérargues, près de Montpellier. Alors, il faut un petit peu de recul pour analyser cette vague de chaleur très récente, mais celle de 2019 a été analysée. Il a été démontré que, évidemment, la vague de chaleur se serait probablement produite sans effet des activités humaines sur le climat,
mais il a pu être évalué que l'effet des activités humaines sur le climat et les émissions de gaz à effet de serre, et il a un petit peu atténué par l'effet des aérosols, cela a résulté à une vague plus intense qu'elle n'aurait été s'il n'y avait pas eu cet impact. Et donc l'estimation, c'est 1,5 à 3 degrés plus chaud avec l'effet des activités humaines. Et puis, on sait aussi, d'après cette étude, que cet événement devrait être 4 fois plus fréquent à l'horizon 2040. Et 2040, c'est très bientôt, voilà, c'est dans une vingtaine d'années. Donc il faut s'attendre évidemment à connaître ce type d'événement dans un futur très, très proche. Maintenant, j'en viens, donc c'est le lien avec l'évolution du climat futur en commençant par le climat planétaire. Pour l'illustrer, des courbes d'émissions, alors il va en être question peut-être pendant cet après-midi aussi, bien sûr, même sûrement. C'était des courbes d'émissions là du CO2, ce n'est pas de l'ensemble des gaz à effet de serre, mais de CO2 qui est lié à l'utilisation des combustibles fossiles, donc charbon, pétrole, gaz naturel, et également à la production de ciment, qui représente à peu près 10% de ces émissions. Et puis, vous avez par ailleurs des courbes qui sont en noir sur la figure, enfin une courbe en noir, ce sont les émissions historiques, donc c'est basé sur des observations, jusqu'à l'estimation de 2019. Et vous avez en couleur des scénarios qui correspondent aux scénarios du GIEC, alors pas les tout derniers, mais ils sont quand même assez proches des tout derniers. Et vous avez tout à fait à droite de la figure l'évolution de la température à l'échelle planétaire qui résulte de ces différents scénarios, enfin en tout cas 2 qui sont mis en exergue. Le scénario dit du laisser-faire. Pourquoi laisser-faire? Parce que c'est la continuation de la courbe des émissions historiques jusqu'aux années 2000, en tout cas, avec la même pente qu'à cette période-là. Et puis le scénario sobre, qui est en fait l'application de l'accord de Paris, qui est l'application de l'accord de Paris, en tout cas l'objectif de l'accord de Paris, parce que les engagements des États ne suffisent pas aujourd'hui à assurer ce réchauffement. Vous l'avez peut-être entendu, on en a reparlé dans l'actualité récente. On est plutôt sur un scénario de réchauffement de 2,5 à 2,7 degrés. Les estimations peuvent un petit peu évoluer, mais on n'est pas encore sur le scénario sobre de 1,5 à 2 degrés. Donc je vais reprendre ces scénarios tout à l'heure. Et d'abord, avec quelques remarques qui sont issues de cette figure, c'est que le réchauffement 4 à 5 degrés avec le scénario de laisser-faire, c'est finalement à peu près le même réchauffement qu'il y a eu entre la dernière période glaciaire, il y a 20 000 ans, et l'interglaciaire actuel qui a commencé il y a 10 000 ans. En 10 000 ans, la nature a fait que les interactions existantes dans le système climatique, et en fait c'est la variation de l'orbite de la Terre autour du Soleil, l'effet à l'origine, a fait que le climat s'est réchauffé entre 3 et 8 degrés, je le disais tout à l'heure, mais en 10 000 ans. Alors que le réchauffement lié aux activités humaines, ça pourrait être à peu près le même ordre de grandeur, 4 à 5 degrés, mais en 250 ans, c'est-à-dire entre le milieu du 19e siècle et la fin du 21e siècle. Alors, si on prend aussi l'objectif 1,5 degré dont on parle beaucoup, en fait, on sait qu'on va l'atteindre, ce 1,5 degré, d'après, là aussi, le dernier rapport du GIEC, autour de 2030. Et même, il est possible que dans les 5 prochaines années, on le dépasse, ce seuil de 1,5 degré, mais du fait de la variabilité interannuelle, on pourrait redescendre ensuite en dessous et puis le dépasser durablement, donc au-delà de 2030. Et puis, si on prend le scénario du pire, mais c'est le scénario du laisser-faire de tout à l'heure, 4 à 5 degrés, c'est un chiffre qui est aussi, même si j'ai dit que les scénarios étaient différents, la conclusion est la même. Pour le rapport du GIEC, c'est aussi 3,5 à 5,5 degrés pour le pire des scénarios, donc très proche des 4 à 5 degrés, si on ne fait rien et si on n'applique pas de politique climatique. Alors, des courbes qui sont juste une illustration de l'évolution temporelle de la température, toujours la température moyenne de la planète, suivant les différents scénarios, avec les nomenclatures qui sont utilisées dans le rapport. Mais on y reconnaît, pour les scénarios de plus fort réchauffement, c'est le scénario laisser-faire, et le scénario qui est en bleu, c'est finalement le scénario de sobre, tel qu'il a été mentionné sur la figure précédente. Mais si je montre cette figure, c'est surtout pour illustrer le fait que pour les 20 prochaines années, l'évolution de la température sera la même, quel que soit le scénario sur lequel on va se situer en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que de toute façon, il faudra s'adapter à un changement climatique qui va se produire de toute façon.
Donc ça m'amène aux solutions. Donc, une des solutions donc, pour faire face aux défis du changement climatique, une des premières, c'est de s'adapter aux changements qui sont en cours et qui vont continuer à évoluer. Et c'est bien sûr aussi d'atténuer les émissions de façon à ce que dans la deuxième partie du XXIe siècle, on se situe sur le scénario sobre, au plus près du scénario sobre par rapport au scénario laisser-faire. Alors donc, pour atteindre justement cet objectif scénario sobre, réchauffement limité à 1,5 degré, bien, vous le savez sans doute, il faut arriver à un zéro émission nette vers 2050, ce qu'on appelle neutralité carbone, ce que d'autres appellent neutralité climatique, qui a été un des objectifs qui est affiché maintenant à l'échelle parfois d'entreprises, de villes, de pays, bien sûr, et à l'échelle de l'Europe, il est affiché bien entendu. Et pour la trajectoire pour y arriver, c'est déjà de réduire de 45% les émissions en 2030 par rapport au niveau de 2010. Et bien sûr, ces scénarios-là nécessitent des transitions rapides de grande portée dans différents domaines, l'énergie bien sûr, et les infrastructures, et en particulier donc les bâtiments, qui est le sujet de ce colloque. Alors donc, atténuation, adaptation, au début, quand on a commencé à utiliser le terme d'adaptation, il y avait une mauvaise compréhension parce qu'on considérait que l'adaptation s'opposait à l'atténuation. Or non, bien sûr, comme on le sait bien sûr aujourd'hui, et ce que disaient déjà les scientifiques en 2014, mais même avant, c'est que ce sont deux stratégies, deux types de solutions complémentaires. Et qu'il faut les appliquer, puisque de toute façon, une partie du changement climatique va se faire indépendamment de l'atténuation, mais on s'adaptera d'autant plus facilement que l'on atténuera les émissions de gaz à effet de serre. Cela pour la deuxième partie du XXIe siècle. Alors, de nombreuses solutions d'adaptation, d'atténuation peuvent aider à faire face au changement climatique, mais aucune ne suffit en elle-même. Voilà, c'est pour ça que tous les secteurs sont concernés. Et j'ai mis cette phrase, dernière phrase, pour renvoyer vers un rapport que vous connaissez sans doute, enfin en tout cas une institution que vous connaissez sans doute, qui est le Haut Conseil pour le climat, qui, dans son dernier rapport, qui est justement consacré aux solutions à mettre en œuvre, dépasser les constats, à mettre en œuvre les solutions, donc qui date de cette année, bien, la phrase type qui concerne adaptation et atténuation, c'est il faut évaluer plus systématiquement les synergies ou antagonismes entre atténuation et adaptation pour éviter les maladaptations. Maladaptation, c'est un terme auquel il faut commencer à s'habituer parce qu'on commence déjà dans le dernier rapport, on l'utilise beaucoup plus que dans les précédents pour ce qui concerne le GIEC. Mais sitôt qu'on est dans l'action, il y a ce risque de maladaptation. J'en prendrai un exemple tout à l'heure si j'ai le temps. Donc, le climat futur en France et quelques conséquences. Alors, je décline là des cartes avec le scénario du sobre et le scénario du laisser-faire à l'échelle de la France. Le site sur lequel on peut trouver ces cartes est indiqué en bas, c'est le site DRIAS. Donc vous avez les cartes des moyennes à gauche et les changements par rapport à cette moyenne à différents horizons, 2021-2050 pour la première colonne, puis 2041-2070, puis 2071-2100. Donc vous voyez qu'avec le scénario sobre, on a un réchauffement qui se produit dans les prochaines décennies, mais après, la température se stabilise. Alors qu'avec le scénario du laisser-faire, on a des écarts de température qui, à la fin du siècle, peuvent atteindre 4 à 5, 6 degrés par rapport, en particulier à un été, où le réchauffement est plus important, et suivant les régions, par rapport au climat actuel. Alors, juste une petite parenthèse, il y a une publication qui est sortie le 4 octobre dernier qui indique que ce scénario-là, en fait, du laisser-faire, c'est pour être le scénario sur lequel on se situe maintenant pour la France, c'est-à-dire un scénario plutôt médian avec un réchauffement, je le disais tout à l'heure, à l'échelle planétaire de 2,5 degrés, 2,7 degrés, parce que ces scénarios pourraient sous-évaluer en fait le réchauffement climatique lié à l'augmentation des gaz à effet de serre. Bon, je n'en dis pas plus, c'est très récent, ça demanderait sûrement à être confirmé par d'autres études, mais c'est un résultat que je voulais mentionner. Alors la hausse des températures pour les 20 prochaines années, donc de toute façon en France, elle sera du même ordre, quels que soient les scénarios d'émission, on retrouve ce que je disais à l'échelle globale, mais suivant le scénario d'atténuation, on peut se situer sur un facteur de 1 à 4 sur la température, d'où l'importance de l'atténuation. Et puis les précipitations, je n'en ai pas parlé jusqu'ici, c'est parce qu'elles ont déjà peu évolué, elles vont peu évoluer, sauf dans le scénario du laisser-faire où la diminution des précipitations devient significative en été, notamment avec 20-30% de réduction des pluies. Mais ce qui ne veut pas dire que les sécheresses, elles, vont peu évoluer. Je le disais, c'est surtout lié à la température, les sécheresses, enfin, une grande partie liée à la température, à cause de l'évaporation.
Et donc, on s'attend à ce que les sécheresses soient plus longues, plus intenses, de la même façon que les vagues de chaleur seront aussi plus longues, plus fréquentes et plus intenses. Et puis, les pluies intenses de tout à l'heure que je mentionnais, également plus intenses. On considère que l'augmentation de 7% en moyenne par degré de réchauffement. Et par contre, rien concernant les tempêtes en tendance dans l'état des études actuelles. Alors, pour ce qui est des impacts, et j'en termine avec ça, donc, vous pouvez vous référer au site qui est l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique du ministère de l'écologie, enfin de la transition écologique, qui publie cette carte où on voit les différents impacts en France du changement climatique avec les feux de forêt, les îlots de chaleur, etc. Tout ceci est détaillé avec un état de la situation d'aujourd'hui. Mais pour faire le lien avec le bâtiment, vous connaissez peut-être cette carte-là, elle est extraite du site Géorisque. Elle vous montre là où se situent les zones de vulnérabilité au phénomène dont je parlais tout à l'heure de contraction des argiles, avec les effets sur les bâtiments qui sont induits. Les îlots de chaleur urbains, une étude a montré, un ensemble d'études a montré récemment que certaines stratégies mises en œuvre dans les villes pouvaient réduire l'îlot de chaleur urbain. Par exemple, le verdissement des toitures, le verdissement des rues, l'humidification des chaussées. Alors donc là, vous avez une illustration basée sur une simulation de la canicule 2003 en prenant en compte ces stratégies. Ce sont des modèles, donc on peut jouer avec les hypothèses de ce modèle. Et une des conclusions, c'est de dire la végétalisation, oui, mais à condition que c'est de la végétation arrosée. Pour refroidir, il faut qu'il y ait évaporation pour qu'il y ait un refroidissement. Et puis, maladaptation, si on généralise la climatisation, voici, c'était un impact calculé aussi par les mêmes équipes dans différents projets de recherche. Avec un doublement des rejets actuels de la climatisation, on arrive à un réchauffement de 2 degrés dans les rues. Évidemment, on refroidit à l'intérieur, comme vous savez, mais on réchauffe à l'extérieur. Et puis, dernière illustration d'impact changement climatique sur les constructions côtières, en tout cas. Là, vous avez 2 photographies qui illustrent Biscarrosse, une des plages de Biscarrosse, février 2011, puis en février 2014, après une période de tempête, pas extraordinaire en elle-même, mais répétée. Et on a eu un retrait très significatif de la plage sableuse. Bien, d'après des estimations faites par une équipe scientifique là, de Nouvelle-Aquitaine, bien, on pourrait s'attendre en 2050, quel que soit le scénario, donc pratiquement, à un retrait des côtes sableuses de 65 mètres environ. Voilà, donc des points de vigilance évidemment à avoir et des nécessaires adaptations. Je vous remercie. On remercie M. Planton pour la qualité de cet exposé et on va permettre peut-être quelques questions. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Excusez-moi, quand on parle du rapport du GIEC de la réduction de gaz à effet de serre, on ramène souvent, là, vous avez fait tout votre exposé sur la France, mais on parle de l'échelle mondiale, on parle de... Et combien de pays n'ont pas encore adhéré, n'ont pas les objectifs? Comment ça se passe à l'échelle planétaire? L'adhésion à la COP21, elle est massive. Hein. C'est pratiquement... alors, je n'ai pas le chiffre en tête précisément, mais c'est plus de... En tout cas, un an après la COP21, en avril, il y avait déjà 140 pays qui avaient ratifié les accords. Donc, la question, c'est plutôt celle des engagements, et de savoir si les engagements qui sont pris vont être tenus. Et est-ce que les engagements sont suffisants pour arriver... J'en ai parlé quand même de l'échelle planétaire. Hein. Et donc, les engagements actuels ne suffisent pas. Il faut renforcer les engagements pris juste après la COP 21, mais aussi la dernière COP, il y a eu un petit peu un renforcement, mais qui n'a pas été suffisant. Et c'est la raison pour laquelle on se situe actuellement sur une trajectoire 2,5 degrés, au lieu d'être sur la trajectoire normalement objective de la COP 21, qui est 2 degrés, avec des efforts nécessaires pour essayer de limiter 1,5 degré. Oui, Martial Leboidec, expert, architecte à Quimper. En réduisant la population mondiale par 2, est-ce qu'on peut atteindre le scénario sobre ?
Alors, je comprends la nature de la question, mais non, en réalité, de toute façon, ce n'est pas un scénario envisageable, bon, on peut dire ça, mais quand on dit qu'il ne faut pas réduire simplement ces scénarios-là à simplement un problème démographique, puisqu'il y a des pays extrêmement peuplés dans le monde, comme l'Inde par exemple, qui sont très peu émetteurs. Donc c'est plus une question d'utilisation des combustibles fossiles dans le modèle économique des différents pays. C'est ça qui est en fait déterminant. On parle beaucoup de la Chine, premier émetteur de gaz à effet de serre, dit-on. La Chine, d'accord, mais un Chinois émet moins quand on prend en compte l'effet aussi de la fabrication des biens qui sont importés et exportés. On fabrique beaucoup en Chine, donc ça fait beaucoup d'émissions en Chine, mais qui doivent être attribuées en fait à ceux qui achètent ces biens. Et quand on prend en compte voilà, ce qu'on appelle l'empreinte carbone, les Chinois ont une empreinte carbone qui est bien moindre que celle d'un Français en moyenne. Voilà, donc ça ne se réduit pas à une question démographique, loin de là. Alors en France, c'est 17% pour les bâtiments. Alors il y a une partie 60-40, alors il y a des experts dans la salle de l'ADEME, mais donc je crois que c'est 40% pour le tertiaire et 60% pour les autres, pour les bâtiments donc individuels. Et donc au total, en tout cas, ça représente 17% et l'industrie 19%. L'agriculture aussi 19%, chiffre de 2019, parce que évidemment en 2020 c'est très particulier, c'est très singulier, et même 2021 encore. Et les transports, c'est le poste le plus important, et en croissance, c'est 31% en 2019, en France. Franck Caftan, architecte expert. Comment vous expliquez, par exemple, le site d'Éphèse en Turquie? Pour ceux qui connaissent, il est à peu près à 50 km de la mer, et qu'à l'époque de l'Antiquité, il y avait un port, et que maintenant il n'y en a plus, parce que la mer s'est retirée, et que peut-être maintenant la mer veut revenir. C'est calculé, c'est dû à quoi parce que là, je pense que les effets de serre, etc., c'est peut-être pas... C'est très compliqué quand on parle de niveau de la mer. Évidemment, il y a plusieurs facteurs. Alors, je ne saurais pas dire dans le cas particulier que vous citez. Sinon, les tendances, évidemment, à l'échelle mondiale, qui jouent à l'échelle locale aussi, c'est l'évolution du niveau de la mer. Elle a augmenté de 20 cm à l'échelle mondiale depuis le début du XXe siècle. Mais ça peut être plus ou moins 20% par rapport à cette moyenne, suivant l'endroit où on se situe sur les côtes. Ça, c'est là aussi un chiffre qui est extrait du rapport du GIEC. Et puis, il peut y avoir localement aussi des variations qui sont liées au débit des fleuves. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la ville dont vous parlez. Oui, ça peut être aussi des effets de tectonique qui sont liés à la fonte des glaces sur le Groenland, qui peuvent avoir un petit effet. Mais la tendance lourde, c'est l'augmentation du niveau des mers. Et on sait que le niveau des mers va augmenter encore de 30 cm à l'horizon 2050, 15 à 30 cm. Et il pourrait augmenter, avec le scénario du pire, jusqu'à 1 mètre. Avec quand même un grand point d'interrogation, si les glaces de l'Antarctique fondaient plus rapidement qu'on ne l'anticipe, bien ça pourrait être même 2 mètres en plus. Et on fait des projections pour même plus loin encore dans le temps, avec un chiffre qui inquiète beaucoup, c'est qu'évidemment, on n'est pas concernés, nous, dans la salle, mais en 2300, les générations futures, ce pourrait être 16 mètres d'augmentation si on ne fait rien, et dans le pire des scénarios où la fonte d'une partie de l'Antarctique se réalisait. Là, il y a un grand point d'interrogation qui est de nature scientifique pour qu'on puisse affirmer. Le problème climatique, est-ce qu'il est dû essentiellement à l'être humain, ou c'est un problème aussi, une évolution des axes de la Terre par rapport à certains axes, par rapport aux plaques, par rapport à plein de choses, et que le pourcentage de l'effet humain peut-être plus minime que ce que l'on suppose actuellement? Non.
Non, ce n'est pas la conclusion de la communauté Ah ben scientifique ça actuelle. c'est sûr. Oui, mais on doit s'appuyer sur des faits. Et donc, dans l'Antiquité, vous avez eu ces faits-là et oui, vous n'êtes pas mais capable de nous expliquer oui. pourquoi un retrait de 50 ou 100 km, or que la mer était... Il y a des évolutions naturelles, ce n'est pas etc. parce que le climat était variable dans le passé que tout ce qui se passe aujourd'hui est lié à des variations. Les variations naturelles existent et ont toujours existé. Je vous ai parlé de calottes, de variations glaciaires, interglaciaires, et ces variations sont connues. On en connaît les causes, les variations d'orbite de la Terre autour du Soleil, d'autres variations de l'inclinaison de l'axe de la Terre, etc. Mais à des échelles de temps qui sont plutôt de 10 000 ans, voire 100 000 ans pour ce qui est des périodes glaciaires, interglaciaires. Le volcanisme, c'est aussi une source. Et je vous ai montré les résultats de simulations où on prend en compte ces effets. Volcanisme, variabilité solaire. Et on ne sait pas expliquer la variation de température depuis le début du XXe siècle sans prendre en compte les facteurs humains. S'il n'y avait eu que les facteurs naturels, la température, c'était les courbes bleues que je vous montrais tout à l'heure, n'aurait pas dû changer. Elle a changé, et si elle a changé, si elle se réchauffait de 1,2 degré, on sait maintenant 100%, c'est lié aux facteurs humains, parce que c'est le même ordre de grandeur pour le calcul qui est fait à partir des émissions de gaz à effet de serre et des variations de la pollution atmosphérique. Ce n'est pas une affaire de croyance, hein. Je vous parle de faits scientifiques. Merci beaucoup.